Eh bien, écoutez, nous allons poursuivre dans cette belle lancée sur les nouvelles missions. Alors, on ne peut pas parler de nouvelles missions sans parler des systèmes d'information. Alors, la première effectivement, étape, c'est déjà de vous donner un petit peu le sommaire de ce dont on va vous parler, ce qui me conduit à appuyer sur la petite zapette. Voilà, déjà, je nous présente tous les trois peut-être, parce que évidemment, ce n'était pas fait. Donc, Frédéric, Serge, Ilonski et Sébastien, que voici ici. Alors, en sommaire, en fait, nous avons d'abord une introduction pour vous rappeler en fait toutes les actions qui ont été menées, surtout tous les outils qui sont déjà disponibles. Ensuite, on va vous présenter deux nouveautés en fait du groupe de travail audit informatique de la compagnie régionale de Paris. Le premier, c'est une cartographie des risques informatiques qui vient compléter le guide d'entretien de l'audit informatique tous concernés qui avait été publié il y a 2 ans et qui a été mis à jour et enrichi cette année. La deuxième nouveauté concerne en fait le développement d'une offre commerciale en matière d'audit informatique sous la forme donc, de fiches SAC, donc de fiches de services autres que la certification des comptes, qui vont donc venir en fait en appui au guide d'entretien pour apporter un volet commercial à cette activité d'audit informatique. Donc on va vous présenter ça de manière plus détaillée pendant les minutes qui suivent. Alors, tout d'abord, un petit rappel sur en fait, ce qui existe déjà. En fait, ce qui existe déjà, puisque ça fait déjà 3 ans en fait, qu'on travaille en fait, sur ce sujet de l'audit informatique à la Compagnie de Paris, avec les membres du groupe de travail que je remercie d'ailleurs chaudement pour tout le travail qu'ils ont accompli. Beaucoup sont des piliers depuis déjà 3 ans. Là, donc, en fait, ce que nous avons fait, c'est qu'il y a déjà 3 ans, nous avons fait un guide d'audit informatique qui est téléchargeable sur le site de la Compagnie de Paris. À la fois en format PDF pour avoir quelque chose, on va dire, de lisible facilement, mais aussi au format en fait Word, puisque vous pouvez télécharger les guides d'entretien pour en faire en fait, des feuilles de travail à l'entête de votre cabinet, puisqu'ils sont bien entendu en format Word, donc complètement modifiables. Donc ça, c'était, je pense, la première chose à signaler. La deuxième, effectivement, c'est que en fait, nous avons, du coup, après la sortie de ce guide, fait régulièrement des formations auprès, bien sûr, de la Compagnie de Paris, mais aussi en région, dans d'autres compagnies régionales. Et nous poursuivons cette action. Nous avons doublé cette action avec une participation active au Lab 50, qui est donc l'outil de veille technologique sur l'intelligence artificielle de la Compagnie de Paris et de l'Ordre des experts comptables d'Île-de-France, qui est également actif et dont on vous reparlera cet après-midi. Enfin, dernière action aussi de communication que nous menons régulièrement, ce sont les matinales. Donc, nous avons organisé régulièrement des matinales sur les sujets de veille technologique, donc la blockchain, la cybercriminalité, Big Data, les ICO, donc les émissions de Bitcoin et autres crypto-monnaies. Donc, vous avez d'ailleurs sur le site de la compagnie une synthèse qui en a été faite et qui est téléchargeable, puisqu'on avait organisé cette matinale avec un parlementaire et puis la directrice juridique de l'AMF. Une autre matinale sur la Business Intelligence, la BI, donc avec notamment une présentation de l'outil Microsoft Power BI, dont nous reparlerons également aussi cet après-midi. Une sur le CyberAudit, qui est l'outil développé par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Et une dernière sur la data analyse au service de la lutte anti-blanchiment et de lutte contre la fraude. Et la prochaine, qui va être organisée le 8 octobre, donc sera consacrée à l'audit du futur, avec notamment la présentation des projets du futur d'un éditeur, qui en l'occurrence qui est Caseware, pour montrer un petit peu quels sont les projets à 10 ans des éditeurs en matière d'audit informatique. Alors, quelles sont les nouveautés sur lesquelles on va vous présenter donc, cette année? Donc, comme on l'a dit, donc, le premier c'est la cartographie des risques. Donc, on montre un peu comment on peut conclure sur le guide d'entretien qui a été développé en 2017 et qui vient d'être mis à jour. Et deuxièmement, les fiches SAC, donc, qui vont vous être présentées, qui sont destinées à enrichir votre offre commerciale et de vous aider à vous positionner auprès des clients. Alors, Serge, cartographie des risques, Kesako. Alors, tout d'abord, je voudrais quand même rappeler que ce guide donc, qui vient d'être mis à jour par la cartographie des risques s'adresse à tout commissaire aux comptes, quel qu'il soit. Enfin, c'est pas adressé à des spécialistes. Hein, ce sont des questionnaires d'entretien que vous pouvez avoir avec vos clients. C'est volontairement axé pour tout le monde. Ça, c'est très important et ce n'est pas non plus axé sur les grandes entreprises, c'est axé sur toute entreprise qui a un commissaire aux comptes. Voilà. Ça, c'était un petit rappel. Je voudrais présenter Sébastien qui vient d'être diplômé, la dernière session, et sur un mémoire
et sur un mémoire, effectivement, sur l'audit informatique. Donc, n'hésitez pas à consulter son mémoire. Et effectivement, c'est lui qui nous a aidés à augmenter, je dirais, ce guide par une cartographie des risques. Et Sébastien, je vais te laisser traiter ce sujet quand même pour que tu as effectivement développé. Vas-y, je te... Merci Serge. Oui, oui. Bon, donc du coup, ce nouveau guide justement qui est enrichi, Juste le mettre contre comme ça. qui est enrichi par la cartographie des risques, ça se passe comment? Donc, d'abord, on a élaboré, il y avait déjà un certain questionnaire qui était là. On avait du moins proposé des exemples de réponses. Ce questionnaire, ça se passe comment? On va le dérouler soit avec le client directement, ou soit on peut laisser le client le faire, mais du coup sur notre responsabilité. Et l'objectif étant on va dire, de déterminer un niveau de maturité des risques. Donc, réponse obtenue versus réponse attendue qu'on avait dans le questionnaire précédent. Et tout ça, justement, afin de l'incorporer dans la démarche d'audit. C'est facile pour le commissaire aux comptes, Sébastien? Comment? C'est facile à faire pour le commissaire aux comptes? Je pense que oui, c'est des questions faciles qui peuvent être traitées par tout le monde. Donc, ce n'est pas des questions techniques. Oui, on parle vraiment de maturité. Hein, de maturité, oui. Donc, ce n'est pas des questions techniques, c'est plus pour mesurer la maturité. Donc, on cherche à savoir s'il sait de quoi il parle, le client. En fait, quand on lui pose une question, on essaie de voir s'il comprend la question et s'il sait de quoi on parle. C'est ça. Et donc, si je peux... l'objectif, justement, du guide, c'est d'avoir à peu près un tableau synthétique qui représente ça. En fait, ça, on l'a plus ou moins rempli, juste pour un exemple. Le risque global, qui est la pondération, la moyenne des deux risques, ça se mesure de 1 à 3, 1 étant faible, 3 élevé. Là, volontairement, on a complété le RGPD et la cybersécurité, qui sont quand même des problématiques récurrentes et qui sont, on va dire, les enjeux actuels à 3. Donc, ouais, vas-y. L'idée étant de représenter justement une rosace et un radar qui se représentent. Enfin, ça c'est la suite logique du tableau synthétique de tout à l'heure. Donc là, volontairement, on a mis RGPD et cybersécurité en 3. Et justement, ça rejoint nos fiches SAC qui serait de vendre des missions après. Voilà, donc le guide est téléchargeable. Très important. Sur le site, donc n'hésitez pas. Et je vous rappelle, c'est toute entreprise et tout commissaire aux comptes. Donc la compagnie régionale, sur le site de la compagnie régionale de Paris, et donc maintenant vous le trouverez en 2 parties. La première partie, le guide d'entretien que vous connaissiez déjà pour certains d'entre vous. La deuxième partie qui, elle, est consacrée aux fiches SAC. Alors, la vocation de ces SAC, évidemment, comme vous l'avez compris, c'est bien entendu d'accroître la valeur ajoutée de nos missions et en fait de nous aider à nous positionner vis-à-vis de nos clients sur ce sujet qui est un sujet de préoccupation évident pour beaucoup de chefs d'entreprise. Alors évidemment, on l'attaque souvent par les problématiques de la sécurité, mais pas que. Et vous verrez effectivement qu'il y a beaucoup de sujets d'intérêt pour le chef d'entreprise et donc pour le commissaire aux comptes. Et comme l'a dit le président de Croissance Plus tout à l'heure, qui était très intéressant, Croissance Plus, les entreprises nous voient bien dans ce rôle. D'ailleurs, le législateur aussi, il a déjà commencé à instiller cette remarque auprès des pouvoirs publics. Alors, en fait, on voit ici en fait, la structure des fiches SAC, que je ne vais pas trop développer à ce stade, mais en fait, on retrouve la même, on va dire, organisation que pour le guide d'entretien. Donc, il y a 3 volets. La gouvernance d'entreprise, où on retrouve transformation numérique, dont on va parler d'ailleurs, la gouvernance des systèmes d'information. Je vous renvoie au guide. Et un troisième qu'on a rajouté qui est original, qui est en fait l'audit d'un prestataire de services externalisés, puisqu'il y a une norme internationale qui existe, qui est la norme ISAE 3402, sur laquelle on a fait justement une fiche SAC, qui est un peu technique, mais qui permet à un commissaire aux comptes, qui a les compétences, de faire un audit de prestataire et donc de délivrer une opinion sur les services du prestataire. Les risques opérationnels, donc on en trouve un certain nombre, contrôle des accès dont on va parler, la conduite de projet, exploitation de systèmes d'information, tout ce qui est reprise et continuité d'activité, la cybersécurité évidemment, détection de fraude, et le troisième volet sur les activités de contrôle, notamment RGPD, législation fiscale dont nous allons d'ailleurs parler, sans parler bien sûr des outils de data analytics. Donc une structure des fiches SAC qui reprend celle du guide d'entretien et qui vous permet à chaque thématique abordée dans le guide d'entretien d'avoir un service à proposer aux clients.
Alors, le cadre juridique, je passe très vite dessus. Tout ça pour dire qu'on est en contact avec le H3C qui a déjà vu il y a plusieurs mois en fait, les projets, qui a fait ses recommandations et recommandations que nous avons suivies avant de vous présenter ces fiches. Le cadre, Serge, il y a un cadre en matière informatique ? Il y a un cadre, mais pour bien voir l'organisation de ce guide, hein, par la première partie, avec votre casquette commissaire aux comptes, mission légale, vous allez analyser les risques, cartographier les risques. C'est ce qui va vous aider à vendre derrière les fiches SAC, donc les missions de conseil quelque part qui vont continuer cette mission, là où vous aurez identifié les risques principaux. Alors, le cadre de référence de chaque SAC est très normé, effectivement, et on a cité ici les principaux référentiels. Le principal, c'est COBIT, hein, qui est le référentiel international de bonnes pratiques en matière d'informatique d'une manière générale, et avec des objectifs d'audit qui sont associés. Donc c'est important. Il y en a d'autres qui sont intéressants. CMMI, c'est un peu compliqué, c'est pour les projets. Mais ITIL, par exemple, c'est toute la qualité des services informatiques qui sont mesurés par ITIL. Vous avez tous entendu parler certainement d'un certain nombre de contrats de services basés sur ITIL. Voilà, ça c'est ce qu'il faut savoir. Il y a quelques ISO aussi. Mais le COBIT est vraiment le référentiel. Et c'est celui qui, dans chaque fiche SAC, on a effectivement étudié quels étaient les processus dans COBIT qui étaient concernés par la fiche SAC. Alors, comme vous le verrez, en fait, chaque fiche est structurée de la même manière. Donc, il y a d'abord un exposé du contexte en fait, client, donc, qui permet justement de vendre l'intérêt de la mission au client. Ensuite, une démarche méthodologique. Et enfin, évidemment, un certain nombre de propositions en matière de formulation, de recommandations, d'opinions, etc. Alors, on va vous donner un exemple illustratif sur une fiche, n'est-ce pas Serge? On a pris la cybercriminalité. Donc là, l'idée, c'est d'étudier quelle peut être la probabilité de fraude et quelles sont les forces et faiblesses de contrôle interne en matière de cybercriminalité. Donc on voit les périmètres d'investigation, on va regarder effectivement le système d'information et vous voyez, on parlait de référentiel, les processus COBIT. Donc COBIT est gérer la bonne gouvernance de son système d'information, c'est 34 processus qui sont décrits dans COBIT. Et vous avez à chaque fois, donc, pour chaque processus, quelles sont les bonnes pratiques et quels sont les contrôles clés que l'on va utiliser, notamment en audit. Donc voilà le système, donc gérer les risques, gérer la sécurité, gérer la continuité, gérer les services de sécurité, surveiller, évaluer et mesurer le système de contrôle interne, etc. Voilà. Donc ça, c'est le principe. Et là-dessus, on a défini aussi quels étaient les critères de rapport. Donc on va effectivement analyser l'écart par rapport aux bonnes pratiques COBIT notamment et quel est notre jugement professionnel en matière de risque de fraude et quelles sont les recommandations éventuelles que l'on veut faire. Voilà. On pourra faire des tests selon le cadre de la mission qui sont des tests avec du time mining pour aller fouiller dans les données, voir si jamais il y a pu y avoir des fraudes ou s'il y a des cohérences, des incohérences qui peuvent être des sources de fraude. Et un certain nombre d'analyses, d'exceptions et autres que l'on peut faire en data mining. Voilà. Donc, l'idée, c'était de vous présenter rapidement le contenu, en fait, la structure d'une fiche. Mais en fait, je ne suis pas sûr qu'avec ça, Serge, moi, je vais réussir à vendre ma mission comme ça. Il faudra peut-être un petit exemple quand même pratique. Alors, on s'est dit peut-être que finalement, en vous montrant un petit exemple pratique d'un entretien entre un commissaire aux comptes et son client, eh bien, on y arriverait peut-être un peu mieux. Alors, du coup, j'invite à cet effet Jérôme, Jean-Michel, que je n'ai pas encore vu, mais qui est le voilà, Jean-Michel Dieneba et Michel à nous rejoindre. J'ai dit Dieneba. Je crois. Dieneba, en tout cas, j'ai dit, je ne sais pas où elle est, mais elle arrive. La voilà. Alors en fait, j'ai l'honneur d'accueillir Dieneba du cabinet DG Audit et alors son client, le président du groupe Maison Numérique. Et donc en fait, cher Serge PDG de Maison Numérique, en fait, qu'est-ce qui vous a amené à appeler de façon aussi anxiogène, aussi anxieuse votre commissaire aux comptes DG Audit? Écoute, j'ai vu dans le cabinet de Dieneba, j'ai vu effectivement donc, du cabinet DG Audit, j'ai vu une plaquette sur une fiche SAC, voilà, sur la transformation numérique. Et comme j'aimerais démarrer la mission
J'aimerais démarrer à la mission qui est proposée en complément de votre mission de CAC. En effet, j'aurais besoin de votre avis et de vos recommandations, car je suis en train de mettre en place la transformation numérique de la société et de nos filiales. Bonjour Serge, excellente nouvelle. Expliquez-moi cette mise en place de la transformation numérique. C'est simple, nous sommes en train de tout transformer. Je développe une application basique. Ma filiale A mis en place le e-commerce. Ma filiale B est en pleine innovation. Et le service finance n'utilise plus de PC fixe, ils n'ont que des tablettes. Effectivement, il y a des changements. Mais permettez-moi de vous donner l'exemple d'Uber. Uber gagne des parts de marché car aujourd'hui, à partir d'un smartphone, on peut commander un véhicule pour une heure bien précise et choisir son paiement. Pour Apple, chez Apple Store, vous avez la possibilité d'utiliser les smartphones, tablettes et autres objets connectés de la marque. À vous écouter, je ne suis pas encore arrivé dans l'ère de la transformation numérique. La transformation numérique, c'est d'abord une transformation globale. La transformation numérique, c'est une culture, une façon de faire. On adapte le produit ou le service avant tout autre besoin du consommateur. Est-ce que mon groupe court un risque? Vos clients, c'est des consommateurs 2.0, car ils sont devenus hyper connectés et très exigeants en matière de maisons connectées et ont donc accès aussi bien à vos offres, mais également à ceux de vos concurrents, comme Somfy. Votre groupe doit se réinventer si elle ne veut pas mourir à moyen terme. Donc, si je comprends bien, mon groupe est en danger. Effectivement, il y a un risque de continuité d'exploitation si vous ne mettez pas en place la transformation numérique du groupe Maison Numérique. J'ai compris que la transformation numérique ne s'improvise pas. Que me recommandez-vous? Il faudra mettre en place une démarche. Et dites-moi tout sur cette fameuse démarche. Il y a plusieurs démarches. Rappelez-vous de mon exemple d'Uber et d'Apple. Oui, effectivement, les démarches sont différentes car les métiers sont différents. Et nous sommes spécialisés dans les maisons. Oui, mais il y a des bases communes à toute transformation numérique. Ah bon, lesquelles? Regardons le PowerPoint. Voici les étapes clés à ne pas manquer. Le leadership, culture et organisation, technologie, données, expérience client et marketing 2.0 et la mesure. Et pour toutes ces étapes, il va falloir auditer, planifier, tester, déployer et optimiser. À la lecture de votre tableau, il y a effectivement différentes étapes. Si je vous dis leadership, vous pensez à quoi? Pour moi, un leader est celui qui a une influence sur le groupe. Oui, mais pas que. Lors de ma mission, je vous accompagnerai pour vous permettre d'avoir une vision plus digitale du leadership. Il faudra mettre en place un leadership qui est à l'écoute, car manager à l'ère du digital commence par développer une curiosité de ce que fait la concurrence, comme par exemple Somfy, qui développe également des maisons connectées. Il faudra mettre en place un leadership qui s'intéresse, c'est-à-dire participer aux grandes conférences sur l'innovation, rencontrer des clients de différentes générations très connectés. Et enfin, il faudra mettre en place un leadership qui est ambitieux, c'est-à-dire qui va permettre une vraie révolution pour inspirer les équipes et le marché. Il faudra qu'il sache planifier cette transformation numérique, par exemple en choisissant un sujet d'évolution précis, comme par exemple le chauffage et l'éclairage connecté, et savoir être réaliste sur les résultats attendus et fixer un agenda. Il faudra qu'il sache tester cette transformation numérique à petite échelle et parfois échouer le plus vite possible pour rebondir vite. Il faudra qu'il sache déployer cette transformation numérique. Quel objectif, quelle action, quels moyens, quel délai. Et enfin, il faudra qu'il sache optimiser cette transformation numérique et faire preuve de curiosité. Je comprends mieux. Si je vous dis culture, vous pensez à quoi? La culture d'entreprise constitue la base de l'identité de notre groupe et de ses fonctions. Oui, mais pas que. Lors de ma mission, je vous accompagnerai pour vous permettre d'avoir une vision plus digitale de la culture et également de l'organisation. La culture d'entreprise doit être un facteur clé de succès du groupe Maison Numérique. Votre groupe doit être piloté chaque jour par sa culture. C'est le ciment qui doit maintenir la cohésion. Nous vous accompagnerons pour la planification, mais aussi pour tester cette culture, par l'implication, la collaboration et la participation collective et l'esprit d'initiative. Qu'en est-il de la donnée? Il faudra faire un data check-up. Vos données nécessiteront d'être nettoyées, vérifiées, structurées pour être génératrices de valeur et éviter des mauvaises données. Vos données devront vous permettre de cibler les attentes des différentes générations de consommateurs, génération Z, X et Y. Il faudra planifier cette maîtrise de la connaissance client selon la génération, puis tester les enjeux légaux, de sécurité et d'éthique de la donnée, et enfin optimiser le big data. Il faut croire que la donnée est devenue le nouveau pétrole du siècle? Oui, tout à fait, mais le client aussi.
La connaissance client est cruciale aujourd'hui à cause de l'évolution du comportement des consommateurs. Le consommateur 2.0 préfère acheter sur Internet et donc préfère visiter les maisons connectées via des applications. Vous devez les étonner par l'originalité de vos offres. Par exemple, en leur proposant une expérience mémorable, en les plongeant dans une maison entièrement connectée où ils pourront se déplacer, entrer dans une maison connectée sans avoir besoin d'utiliser les clés. Ah ouais. Je pensais que la transformation numérique était principalement basée sur la technologie. Le numérique est évidemment une révolution technologique. Avec Internet, nous sommes entrés dans une nouvelle ère, l'ère du cloud, du collaboratif. On parle de GED, de workflow, du mode SaaS. Mais comment je peux évaluer la transformation numérique du groupe Maison Numérique? En la mesurant tout simplement, l'efficacité, l'efficience, la durée de visite sur le site, le nombre de ventes, la satisfaction des clients, en mettant en place des tableaux de bord et en faisant du benchmarking. Je comprends mieux les étapes de la transformation numérique, mais j'ai besoin de votre intervention. Si mes recommandations vous conviennent, eh bien commençons pour que vous soyez aussi digital que Accor après Booking, G7 après Uber, Somfy et bien d'autres. Et évitez d'être à la traîne ou disparaître comme Kodak, BlackBerry ou encore Nokia. Bon, je comprends qu'il va falloir avoir une vision globale de la transformation numérique. Se transformer, c'est se donner les moyens de survivre. La transformation numérique consiste à transformer l'entreprise afin de l'amener à adopter un nouveau mode de pensée, moins orienté produit et marché, mais plus orienté consommateur. Il faut créer une relation intime avec le consommateur et surtout les clients historiques. Grâce à la transformation numérique et à la data, le groupe peut avoir une relation à la fois directe, personnalisée et interactive avec ses clients. La transformation numérique est un changement de culture et de gouvernance profonde. La transformation numérique, c'est comme les autres transformations, fusion internationale, diversification. Dans la vie d'une entreprise, il faut franchir. La transformation numérique s'accélère. Et à partir de maintenant, comment mon CAC peut m'aider? Eh bien, le CAC devra, pour mener à bien ce SAC, poser les bonnes questions, prendre du temps pour observer, écouter et apprendre, donner de la visibilité aux idées, partager ses connaissances, réfléchir vite, se tromper vite et réajuster ses avis et recommandations très vite. Mais le CAC ne devra pas être l'assistant au maître d'ouvrage, personne qui réalise le projet de transformation numérique, ni être le maître d'œuvre, personne garante de la réalisation du projet de transformation numérique. Merci pour cette mission. Merci beaucoup. Alors j'appelle maintenant donc, le cabinet Sans Souci et le président de l'association Cactus. Monsieur le Président, Cactus. Merci de venir nous faire part de votre expérience. Alors Monsieur le Président, je crois que vous êtes vous aussi assez anxieux, vous avez un vrai souci et vous avez appelé aussi là aussi en urgence fébrile votre commissaire aux comptes. Tout à fait. Merci maître d'être venu aussi rapidement. On est en grosse difficulté, j'apprécie vraiment votre flexibilité. Donc Jean-Michel, président de l'association Cactus. Enchanté. Restons simples, appelez-moi Jérôme. D'accord, Jérôme. Mais... Oui, mon associé, je suis du cabinet Sans Souci, Frédéric, qui est le signataire de vos comptes, m'a dit que vous aviez quelques petites préoccupations. Enfin, donc, quelles sont-elles? Tout à fait. En fait, alors pour vous préciser un petit peu le contexte de l'association Cactus, donc l'association Cactus, c'est une association d'assistance aux espèces en voie de disparition. Et alors on a beaucoup parlé de nous dans la presse, on a beaucoup œuvré pour le babouin australien, le marsupilami portugais, et puis récemment aussi pour le manchot d'Île-de-France. Il y en a de moins en moins sur les berges de Seine, ils sont remplacés par les bras cassés, mais le manchot d'Île-de-France est en train de disparaître. Alors on a de plus en plus de gens qui viennent nous aider, de plus en plus d'adhérents, et on a l'ambition de se développer. Moi, président, j'aimerais élargir encore le périmètre. Je pense notamment à l'élargir à des espèces qui ne sont pas encore en voie de disparition, mais qui sont menacées potentiellement. Je pense par exemple aux sapeurs-pompiers de Paris, ou alors aux supporters des Girondins de Bordeaux. Enfin, vous voyez un petit peu ça. Donc, toutes sortes d'espèces qu'on voudrait aider, et on est confronté à un gros problème là aujourd'hui. Bon, quel est-il ce problème? Alors, tel que vous me voyez là, je suis en pleine affaire d'espionnage. D'espionnage? On va parler moins fort. Alors. On va parler moins fort parce que les murs ont des oreilles.
Et en fait, l'espionne, elle est très proche de moi, c'est ma comptable. Ah bon, votre comptable? Oui, tout à fait. Et je Racontez-moi pense ça. qu'elle le fait via le canal informatique. Elle doit être de mèche avec notre prestataire informatique. Hein, vous voyez ce que je veux dire, hein, de mèche, on ne sait pas trop quoi. Et il bidouille des trucs et moi, il se passe des choses dans mes fichiers. C'est digne d'un James Bond, tout ça. Ah oui, je vous fais pas dire. Mais comment êtes-vous sûr qu'elle vous espionne? Vous avez vu des caméras? Enfin, vous avez... Ce qui est sûr, c'est que j'ai des fichiers normalement auxquels je suis le seul à avoir accès. Hein, et ils sont sans cesse bougés, modifiés, amendés, voire supprimés. Et je suis sûr que c'est elle, en fait. Ah, c'est intéressant. Je vais vous poser quelques petites questions. Par exemple, en termes de sécurité, est-ce que vous avez des règles dans votre association? Pas trop, pas d'alcool avant midi, ça c'est une règle de sécurité. Non, j'ai pas. Non. En termes d'administration de vos systèmes, est-ce que vous avez une liste de vos administrateurs? Administrateurs, oui, alors on les voit régulièrement en conseil. Hein. Alors je trouve qu'ils ont beaucoup de droits, hein, d'ailleurs, ces administrateurs. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je crois qu'on part de loin. Non, quand je parle d'administrateurs, c'est vos administrateurs système, ceux qui peuvent gérer les droits, ceux qui gèrent vos bases de données, ceux qui gèrent vos réseaux. Ça, je sais pas. Est-ce que vous avez des procédures sur ceux qui arrivent dans votre association, ceux qui partent pour leur supprimer les droits? Non, je crois pas. Bon. Et est-ce que vous avez justement des matrices de séparation de fonctions, des droits appliqués dans vos applications? Non. Bon. Écoutez, je pense que le meilleur moyen, ce serait de faire un petit diagnostic de tout ça, parce que vous m'avez l'air quand même assez flou dans vos réponses, et je pense que l'idée, ce serait de vous donner une meilleure visibilité, effectivement, sur la sécurité de vos systèmes d'information. Alors, pour ça, le commissaire aux comptes, maintenant, a le droit de vous aider, en tous les cas de vous accompagner dans ce diagnostic par le biais d'une SAC. Je vais vous proposer un diagnostic avec plusieurs étapes, en fait. La première étape, c'est de revoir un petit peu votre corpus documentaire, parce que même dans une association, même dans une PME, on a besoin de fixer des règles, et les règles, on a besoin de les écrire. Je vais donner un deuxième exemple. C'est la sécurité des mots de passe. Les mots de passe, il faut savoir quelle est la longueur qu'on veut donner aux mots de passe. Par exemple, vos mots de passe, vous mettez combien de caractères? Alors, je dois avouer que je crois qu'on n'a pas de mot de passe. On est dans une équipe très très restreinte et donc on n'a pas mis ça en place, je crois. Alors, sachez que l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, préconise plutôt 8 caractères avec des critères de complexité, des nombres, des caractères spéciaux, et même, je parlais des administrateurs, plutôt 12 caractères avec une complexité encore plus grande. Donc je pense que dans votre cas, on en est très très loin. Je parlais de la revue, de la gestion des habilitations, effectivement. Quand vous avez un nouvel entrant, il faut fixer des règles, lui attribuer des droits en fonction des postes, du poste qu'il va avoir, et des accès aux applications qu'il devra avoir aussi en fonction de son poste. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va regarder, voir si c'est procéduré et comment c'est mis en œuvre dans votre association. On parle des entrants. Alors, un entrant, c'est plus facile parce que quand il n'a pas de droit, il va lever le doigt en disant « moi j'ai besoin de travailler, donc j'ai besoin d'avoir accès à cette application ». Mais quand il part, en règle générale, il ne lève pas le droit. Mais quand il part et qu'on ne coupe pas ses droits, si son collègue a son mot de passe et son login, potentiellement, il peut se connecter à sa place et effectuer des opérations frauduleuses dans les systèmes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on regarde aussi. Le troisième point, j'en ai parlé, c'est la politique des mots de passe. Donc dans les systèmes d'information, vous avez plusieurs niveaux. Vous avez les couches réseau, vous avez Windows, par exemple. Et donc ça, c'est ce qui vous permet d'accéder à l'ensemble de vos applications. Et puis après, il y a les mots de passe qui sont mis en place dans vos applications. Et comme je le disais, par rapport aux règles de confidentialité et de complexité des mots de passe, il faut s'assurer que ces règles sont correctement mises dans vos applications. Enfin, le quatrième et cinquième point, c'est les problématiques de séparation de fonctions. Est-ce que vous avez déterminé dans votre organisation une matrice de séparation de fonctions? Par exemple, quand vous faites des achats, est-ce qu'une même personne peut passer la commande, faire la réception, passer la facture et puis payer le fournisseur au final?
Je crois que oui, parce qu'encore une fois, on est une petite équipe et tout le monde fait un peu tout et son contraire, voire n'importe quoi. Donc je pense que c'est un peu le cas, quoi. Donc dans les petites structures comme les vôtres, effectivement, ça peut être un sujet. Il faut mettre des points de contrôle en plus et voir comment on peut sécuriser un petit peu mieux ces points dans les systèmes. Et puis enfin, le dernier point, c'est faire des revues périodiques quand même, hein, parce qu'effectivement, les gens qui partent, on ne leur supprime pas forcément les droits. Alors, il y a une problématique de contrôle interne, mais il peut aussi y avoir une problématique financière parce que des droits des utilisateurs dans les systèmes, c'est aussi des coûts de licence. Hein, et donc, on peut aussi vous faire économiser un peu d'argent parce que supprimer les droits et limiter les licences, ça vous coûtera moins cher. Voilà. Donc, moi, je vous propose cette approche en 5 étapes. Si nécessaire, il y a une autre possibilité avec une SAC. On en a déjà un tout petit peu parlé sur la cybersécurité, où là, on peut aller encore un petit peu plus loin. On peut faire des tests de pénétration pour tester vraiment la robustesse de vos systèmes, notamment vis-à-vis de l'extérieur, pour voir s'il n'y a pas des hackers qui peuvent venir voir vos fichiers ou voir vos systèmes. Et avec tout ça, vous allez pouvoir me dire si ma comptable m'espionne alors? Alors, en tous les cas, on pourra vous donner effectivement de la visibilité sur les droits de votre comptable, si elle peut ouvrir les fichiers, les déplacer, et éventuellement si elle vous espionne réellement. Bon, très bien. Cher maître, quand est-ce qu'on peut démarrer donc? Tout de suite, allons-y. Bravo. Monsieur le Président, je vous invite à démarrer le plus vite possible. Et je crois qu'on peut dire que c'est inspiré d'une histoire vraie. Hein. Et en plus, c'est inspiré d'une histoire vraie, effectivement. Donc voilà, ce qui prouve bien que le commissaire aux comptes est vraiment un homme indispensable, ou une femme d'ailleurs, bien sûr, indispensable pour la sécurité des systèmes d'information. Alors j'accueille Michel et Sébastien. Alors Michel du cabinet Seguro, Sébastien donc de la société Secnom, monsieur le directeur financier, je crois. Hein. Vous êtes le directeur financier de la société Secnom, donc là vous avez effectivement une problématique liée au FEC peut-être? Oui, c'est bien ça. Comme par hasard, un de plus. Bonjour Monsieur Avenir. Je reviens vers vous conformément à ce qu'on avait convenu lors de l'Assemblée Générale sur les comptes, et vous m'aviez parlé d'une problématique de risque fiscal et vous souhaitiez que l'on en parle. Je suis présent. Bonjour Monsieur Seguro, merci de me rappeler. Vous le savez, je suis DAF de la société Segnum depuis 1 an, et compte tenu de notre position de leader dans la distribution de matériel d'outillage, je suis confronté du coup par principe à la problématique de prix de transfert. Et depuis peu, le groupe nous impose un nouveau logiciel qu'ils disent international, mais qui n'est pas capable de générer un FEC. Donc, vous comprenez ma crainte vis-à-vis du FEC. Et donc, je voulais savoir et avoir votre point de vue de professionnel, car je m'interroge sur la conformité du nouveau logiciel par rapport à la législation française, et donc mon problème de FEC. Effectivement, vous avez des soucis, mais je suis là pour ça. Le principal souci, c'est qu'en cas de contrôle fiscal et de non-conformité, le risque pour vous, pour la société, c'est que votre comptabilité soit rejetée. Alors le contexte prix de transfert et nouveau logiciel comptable, ça fait déjà 2 drapeaux rouges qui s'élèvent. C'est bien ce que je craignais. Donc, pouvez-vous m'aider à cerner les risques potentiels et identifier ce que je dois faire? Oui, je suis là à vos côtés. Mais avant de vous parler de tous les risques potentiels, je vais d'abord vous rappeler quels sont les objectifs et les enjeux en matière de législation fiscale et système d'information. Principalement, il y en a 4. Le premier, ça va être la conformité de votre corpus documentaire, pour simplifier toute votre documentation en matière relative au système d'information. Donc cette conformité de la documentation par rapport aux obligations de l'administration fiscale en matière du système d'information. Le deuxième, c'est plus immédiat, c'est l'obligation que vous avez de remettre le fichier des écritures comptables à l'inspecteur lors du premier jour du contrôle fiscal. Ce qui veut dire qu'il faut être prêt, concrètement. C'est le premier jour. Le troisième point, c'est la conformité de ce FEC avec les spécifications techniques
fonctionnel de l'administration fiscale, format de fichier et surtout le fond des données. Donc déjà, votre système ne peut pas produire le FEC. Enfin, le quatrième, c'est la capacité de votre organisation de démontrer la fiabilité de la piste d'audit en matière de facture. Donc voilà les 4 points essentiels qu'il faut couvrir. D'accord. Et donc, quels peuvent être les travaux que vous pouvez mettre en place pour réduire mon risque? Déjà, on va travailler en étroite collaboration avec vos équipes, à la fois au niveau du système d'information et avec votre équipe comptable et éventuellement métier. La première chose, c'est qu'on va revoir l'intégralité de la documentation qui est disponible. Vous m'aviez dit à l'Assemblée que vous en aviez quand même de la documentation. Donc on va passer en revue toute cette documentation pour voir si il y a suffisamment d'éléments et qu'on est vous êtes capable de vous conformer aux obligations. Une première chose. La deuxième chose, alors vous n'avez pas pour l'instant de FEC. Vous m'avez évoqué aussi le fait que vous aviez fait appel à un prestataire avec un cahier des charges pour pouvoir produire ce FEC. Est-ce que les conditions sont requises pour que vous soyez en mesure de produire un FEC conforme à la législation? Alors, juste pour vous rassurer, vous m'aviez posé la question aussi, il n'est pas obligatoire que le FEC soit produit par votre système comptable. Ça tombe bien, il ne sait pas le faire. En revanche, vous devez avoir une traçabilité parfaite de toutes les opérations pour produire ce FEC à partir des données comptables. Donc voilà les deux points essentiels que l'on va faire, toujours en liaison avec votre équipe. On a besoin de vos équipes, on ne travaillera pas tout seul. Cela serait parfait en effet, mais comment allez-vous procéder? Déjà, on a toute une démarche qui est normalisée grâce à la compagnie qui nous a bien fait un superbe support. La démarche, je vous ai envoyé le support qui est ici. Mais la démarche, comment on va faire? On va d'abord identifier toutes les zones de risque qui sont possibles par rapport à ces problématiques de législation fiscale et système d'information. Au vu de ces risques qu'on aura identifiés, on va déterminer quels sont les tests que nous allons mener. Et puis enfin, on va analyser le résultat de ces tests pour être capable de conclure et de faire des recommandations sur justement ces risques et leur niveau de réalité. Et donc, j'en reviens toujours à mon problème de FEC, du coup. Est-ce que vous pouvez m'aider à le produire? Alors, bien sûr, nous savons fabriquer des FEC. Parfois, on nous appelle les faiseurs de FEC. Mais là, le commissaire aux comptes n'a pas le droit de participer à la production de la donnée financière. Et remise d'un FEC, c'est de la donnée financière, donc on n'a pas le droit de le faire. En revanche, on est en mesure de vous aider en validant, en faisant une revue du cahier des charges que vous avez fait et la réponse qui a été faite par votre prestataire pour justement produire ce FEC. Nous serons aussi en mesure, une fois que ce FEC aura été produit par votre prestataire, de nous assurer qu'il est conforme à la législation. Donc on ne peut pas vous aider pour le produire, en revanche, on est là, à vos côtés, pour le valider et vous faire part de nos recommandations et avis. Ok. Donc, si je comprends bien, vous allez m'aider à mettre en place des diligences afin que je sois en phase avec la législation fiscale. Hein. Mais du coup, après votre intervention, comment je pourrais être sûr que je suis toujours en phase avec la législation fiscale? Si vous êtes toujours en phase, on le verra. Mais en tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien sûr formaliser l'ensemble de nos travaux avec un rapport. On va produire un rapport dans lequel on vous rappellera l'ensemble des diligences que nous avons mises en œuvre, nos constats, nos recommandations pour soit renforcer, soit améliorer, et puis éventuellement aussi, j'espère quand même, être en mesure de vous rassurer sur des points qui sont quand même efficaces chez vous. Ok, parfait. Du coup, vous commencez quand? Je vais d'abord voir avec Sébastien, le responsable de la mission. On va revenir vers vous très rapidement pour d'abord vous faire une lettre de mission dans laquelle on va exposer tous ces points-là, et puis vous proposer un planning d'intervention. D'accord. Du coup, j'attends votre proposition avec impatience et je vous remercie de nous accompagner toujours dans votre mission. Nous sommes là pour ça. Merci. Parce que vous le voulez bien. Et ce n'est pas un fake. Merci à vous deux. Alors, quelques mots encore pour vous dire
D'une part, donc pour rappeler les prochains événements du groupe de travail audit informatique. Le premier, évidemment, l'atelier sur le guide audit informatique aux universités d'été début septembre. Donc vous pouvez vous y inscrire, je vous invite à vous y inscrire, vous y trouverez, vous reconnaîtrez les têtes de certains des membres qui vont animer à cette occasion. Deuxièmement, venez nombreux au matinal du 8 octobre, donc la prochaine matinale donc, de la CRCC dédiée à l'audit du futur. Et Serge, tu voulais rajouter quelque chose d'important? Oui, un mot sur comment aller plus loin. Et comment aller plus loin? Alors, vous trouverez d'ailleurs dans le guide quelques informations, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez dans votre cabinet quelqu'un un jeune qui veut mordre dans la techno, il y a un excellent master à Dauphine qui est vraiment fait pour la profession, pour former nos auditeurs à l'audit informatique et qui est animé à 80% par des praticiens, notamment de la faille. Donc ça, ça fait des années que ce master existe et vraiment tous les candidats sont arrachés à la sortie de ce master. Donc ça, c'est un point important. Vous avez aussi une formation qui est aujourd'hui au catalogue d'As4F, qui partage la journée aujourd'hui avec nous, qui est une formation à l'audit informatique qui a été développée par la faille à la demande de la CNCC. Vous avez effectivement le guide et puis un certain nombre de choses. Vous avez aussi à la CNCC ce que l'on mentionnait tout à l'heure, cyber-audit. Voilà, donc n'hésitez pas pour aller plus loin. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est clair que c'est la direction dans laquelle il faut aller. C'est clair que là, il y a de la demande. C'est clair qu'il y a de l'attente, comme ça a été dit ce matin. Donc, voilà, n'hésitez pas, remontez les manches. Et puis, la techno, c'est vous.